Juillet 1945. L'Angleterre est victorieuse en Europe, mais elle se bat encore en Extrême-Orient contre un Japon aux abois. La paix est pourtant suffisamment avancée pour que l'on puisse tenir des élections générales. Celles-ci sont un véritable coup de théâtre. Winston Churchill, qui incarne dans le monde entier la résistance victorieuse au nazisme, subit une défaite sans précédent. Son vice-premier ministre, Clement Attlee, remporte avec le Parti travailliste l'une des plus larges majorités de l'histoire parlementaire britannique. Si le monde entier, de Staline à Truman, exprime sa surprise, l'opinion britannique ne prend pas l'affaire pour une usurpation de pouvoir, mais plutôt comme l'aboutissement d'un processus amorcé en réalité 5 ans plus tôt, en 1940. Car si Churchill est le chef de guerre incontesté du pays, c'est en réalité le Parti travailliste qui a dirigé pendant toutes les hostilités l'organisation intérieure de la Grande-Bretagne à la satisfaction générale. Mais l'élection de 1945 marque par là même un tournant politique majeur de l'histoire de l'Angleterre et même de l'Europe. C'est la naissance de l'État-providence, le welfare state, qui s'imposera peu à peu à tout le continent et se réclamera longtemps de l'expérience travailliste. Mais qu'est-ce que le travaillisme? Le travaillisme, Labour en anglais, est un parti socialiste original, né progressivement dans les flancs du Parti libéral. Pays guide de la révolution industrielle, l'Angleterre connaît des syndicats, les trade unions, depuis 1820, lesquels ont influé sur la vie du pays en transformant peu à peu les idées sociales de la gauche libérale. Celle-ci passe ainsi du laisser-faire absolu à une législation sociale et à une défense des droits des travailleurs qui lui permet de bénéficier au début du siècle de l'essentiel des voies ouvrières. Mais l'aile marchande des trade unions, méfiante vis-à-vis du libéralisme bourgeois, se rapproche peu à peu des deux petits partis socialistes britanniques. Il faudra pourtant attendre 1919 pour que s'opère une coupure véritable du cordon ombilical avec la transformation du Comité pour la représentation du travail en parti travailliste, totalement indépendant du Parti libéral. Peu après, l'éclatement des libéraux permet ensuite au Parti travailliste de devenir le premier parti de la gauche à la Chambre des communes et d'occuper pour cette raison brièvement le pouvoir à 2 reprises, un an en 1924 et un an encore en 1931, au cœur de la crise économique de 1929. Il en résulte un parti travailliste frustré par ces 2 contre-performances, qui ne tarde pas d'ailleurs à se diviser violemment entre pacifistes qui soutiennent la politique d'apaisement des dictatures menée par Chamberlain et antifascistes, ceux-ci majoritaires, qui dénoncent les abandons de la classe dirigeante face à Hitler. Ce conflit rapproche les antifascistes des quelques anti-munichois conservateurs et libéraux qui se massent autour de la puissante personnalité de Winston Churchill. Aussi, en mai 1940, lorsqu'enfin Churchill remplace Chamberlain à la veille de l'offensive allemande, c'est surtout sur ces nouveaux ministres travaillistes qu'il s'appuie face à une Chambre des communes majoritairement munichoise encore. En 1945, enfin, c'est la victoire totale du travaillisme, c'est-à-dire de Clement Attlee et de son équipe. Qui sont ces hommes? Il s'agit d'une équipe gagnante, soudée par une pensée commune, élaborée en plus de 10 ans de combats menés ensemble, notamment pour maintenir une société démocratique, austère et prompte au partage équitable pendant la guerre. Premier d'entre eux, et sûrement pas chef charismatique, Clement Attlee dirige cette équipe. Travailleur social dans un quartier ouvrier de Londres, venu du libéralisme de gauche, officier dans la guerre des tranchées de 14-18, on l'appelle encore le Major Attlee, toujours vêtu de tweed,
Attlee est d'abord un élu local, spécialiste de la gestion d'une grande ville comme Londres, tout à la fois flegmatique et modeste. Ce sont là les qualités que les Anglais aspirent à voir s'exprimer après les 5 années d'héroïsme churchillien. Juste derrière Attlee, on trouve Stafford Cripps, le rigoureux ministre des Finances, chancelier de l'Échiquier, chrétien socialiste dévoué à la cause des pauvres, interlocuteur privilégié des dirigeants indiens et ambassadeur auprès de Staline pendant la guerre. Puis Ernest Bevin, l'ancien patron des syndicats, qui, devenu ministre des Affaires étrangères, étonnera par son orthodoxie. Son quasi-homonyme, le gallois Aneurin Bevan, le porte-drapeau des mineurs, qui gérera avec fougue la mise en place du système public de santé et incarnera sans cesse les points de vue de la gauche communisante. Et enfin, Herbert Morrison, qui continue, comme avec Churchill, d'occuper le ministère de l'Intérieur. Comment Attlee et ses amis vont-ils arriver au pouvoir? Depuis le milieu des années 30, une partie de plus en plus importante de la société britannique veut résoudre la question ouvrière. Des conservateurs éclairés parlaient déjà de troisième solution dès 1936. Churchill l'a mise en œuvre en 1940 en confiant au Parti travailliste la conduite des affaires intérieures du pays et plus spécifiquement encore en confiant à un haut fonctionnaire de la gauche du Parti libéral proche des idées de Keynes, Lord Beveridge, un rapport pour la création d'un État-providence, le Welfare State, qui, paru en 1945, sera d'emblée d'une très grande popularité. Beveridge y énonce un programme d'éradication des 4 grands handicaps que subit la majorité de la population, l'éducation, le logement, la santé et le chômage. À ce contexte de fond s'ajoute l'erreur tactique de Churchill qui se croit invincible. Sir Winston n'est en effet pas très conscient de la mauvaise image de son parti conservateur, dont les sortants ont été élus en 1937 sur un programme qui a conduit à Munich. Et les électeurs anglais ont hélas pour lui bonne mémoire. Peut-être Churchill aurait-il dû avoir le courage de bouleverser la logique des partis, mais il est trop convaincu de son propre charisme et en outre, il ne veut pas pactiser avec une gauche qu'il s'est résolu à accélérer l'indépendance de l'Inde. L'élection a donc lieu sitôt la paix revenue en Europe, dans un climat d'euphorie permis par l'arrivée de l'été, l'effondrement du nazisme et la fin de certaines restrictions. Les enfants qu'on avait dispersés dans la campagne reviennent à Londres et la démobilisation poursuit son cours. Pour la première fois aussi de l'histoire britannique, on voit les ministres d'un même gouvernement victorieux sur tous les fronts de la guerre faire campagne avec la même légitimité apparente de part et d'autre de la barricade. Désormais plébiscité avec près de 3/4 des sièges, il restera aux travaillistes à appliquer leur programme. Quel est-il? D'inspiration rooseveltienne, le programme du Labour est obsédé par la crainte d'une nouvelle crise de déflation provoquée par les surcapacités d'une industrie dirigée vers la guerre. Pour y pallier, le gouvernement va s'efforcer de soutenir la demande, mais en la canalisant vers des consommations collectives, logements neufs et santé publique, tout en s'efforçant de diriger l'économie en prise directe par la nationalisation industrielle. Celle-ci est spectaculaire. Banque d'Angleterre, charbonnage, électricité, chemin de fer, compagnies aériennes, industrie de défense, chantier naval, une partie de l'automobile et même un temps le transport routier. Pour la première fois depuis le début du siècle, l'Angleterre retrouve enfin le plein emploi, facilité par la reconstruction, mais que l'opinion publique associe directement à ce grand train de mesures. Sur le plan social, outre un programme de mobilisation en matière de logement, c'est la création d'un service public national de santé, le National Health Service, qui frappe les imaginations en instaurant une médecine publique entièrement fonctionnalisée. L'Angleterre accorde une priorité à l'hôpital public et assure une très bonne médecine de proximité. Le service sera moins satisfaisant en matière de spécialité, mais il assure dans l'immédiat la gratuité totale des soins. Ces mesures sociales généreuses et en rapport avec un passé d'exploitation permettent de bien faire accepter une politique de grande austérité à l'avenir. Dès 1946, l'Angleterre grevée de dettes de guerre est en effet quasiment en cessation de paiement. L'inflexible Cripps préfère rationner les biens en s'efforçant de les répartir avec justice plutôt que de céder à l'inflation. À terme, ce socialisme à la ceinture serrée et à la monnaie trop forte érodera tout de même progressivement le soutien dont bénéficie la gauche. Il s'agit au total d'un bilan considérable qui aura modifié en profondeur la société britannique pour près de 30 ans et inspiré de nombreux émules sur le continent.
Pourtant, avec les difficultés économiques graves qui débutent dans les années 60, les critiques vont commencer à fuser sur les erreurs de 1945. Comment peut-on les interpréter? Un premier volet de critiques venu de la gauche remettent en cause l'approche essentiellement sociale et économique des problèmes qui fut celle d'Attlee et de son gouvernement. L'éducation fut certainement le grand ratage de 1945, puisqu'au total, le brassage social est bien moindre à l'arrivée dans l'Angleterre socialiste que dans les États continentaux, même conservateurs, de l'après-guerre. Cette ségrégation maintenue nourrira les révoltes culturelles des années 60. Mais des critiques bien plus dures sont venues de la droite dans les années 70. Historien militaire à l'origine, Coralie Barnett se fait le procureur des retards technologiques de l'Angleterre en 1945 dans une série de livres retentissants. Pour lui, la complaisance humaniste et travailliste a détourné l'opinion des exigences véritables de reconversion et de modernisation de l'appareil productif au nom d'idéaux de justice qui eux-mêmes n'ont pas été vraiment satisfaits. Le Parti travailliste aurait ainsi enraciné les Anglais dans l'idée fallacieuse qu'ils étaient les grands vainqueurs de 1945, alors que la rupture avec le passé immédiat aurait dû être plus radicale et sans doute portée sur d'autres objets que les nationalisations. Ces critiques, nées de la crise ultérieure des années 60-70, s'atténuent peu à peu dans les années 90. Ainsi, peut-être, notre conclusion toute provisoire sera-t-elle que l'Angleterre a ouvert la voie, avec beaucoup d'audace, de passion et de sens de la justice, à une société de solidarité et de partage, mais que la vitesse d'épuisement très rapide de ce premier modèle d'État-providence dès 1960 indique bien l'insuffisance de cette approche trop négligente de la concurrence et du progrès technique. En Palestine, Ernest Bevin avait surpris par la dureté et la fermeture arrogante de sa politique moyen-orientale, menant une guerre sanglante et sans concession au mouvement sioniste. Le drame de l'Exodus restera le modèle d'un certain aveuglement du pouvoir travailliste à l'extérieur. Mais au cœur même de la société anglaise, d'autres erreurs, peut-être plus graves, étaient aussi commises. Ce sont celles-là que Mme Thatcher cherchera à corriger à partir de 1979, dans une seconde mutation tout aussi radicale, mais antinomique de la première.